Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je m'appelle François, j'ai 21 ans et je suis très heureux de vous présenter ce premier podcast de ce projet. Le concept est plutôt simple et part d'une réflexion. Chaque entrepreneur possède une histoire, chaque entrepreneur a dû faire des choix et a pris des risques pour réussir. Chaque entrepreneur a franchi un cap dans son business grâce à des rencontres. Et donc Serial Entrepreneur, ce sont des interviews, des tribunes, des réflexions sous forme de podcast. C'est la volonté de retranscrire à une certaine échelle et d'une certaine manière l'histoire, le parcours et la vision de personnalités inspirantes. Et pour cette première, on démarre fort, très fort je dirais, avec la réception de Jacques Tipti Facon, du moins c'est plutôt lui qui m'a accueilli chaleureusement dans un de ses établissements. Et d'ailleurs je souhaiterais le remercier pour sa sympathie, son temps qu'il m'a accordé et sa simplicité. Pour faire court niveau intro, c'est un serial entrepreneur rennais de 32 ans qui gère 9 entreprises pour le moment. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite évidemment une très bonne écoute. Déjà merci à toi François de me proposer cette interview là sur ton projet de serial entrepreneur. C'est ça. Voilà. Alors le début du parcours en fait il s'est fait complètement naturellement. Il n'y a pas eu de plan en fait de projet au tout départ. Ça part d'une histoire de famille. Première histoire famille parce que je me dispute avec mon papa. J'étais en BTS négociation relation clientèle. NRC, je crois que ça s'appelle le lycée Lenbach maintenant. Voilà, j'ai commencé le BTS. Donc là on est en quelle année là ? Là et ça remonte, alors l'année du BTS, ça va faire 12 ans. Donc 2003. Voilà, 2003 par là. Non, 2005. Voilà. Ouais, 2004-2005. Ouais, par là. Donc je commence le BTS, on va dire voie classique, parce que je fais un bac commerce. Voilà, une voie complètement classique et je continue sur un BTS NRC. Au bout de 3 mois, petit conflit à la maison entre la génération de nos parents et mon père qui n'a jamais été, si tu veux, très dur avec moi, me met à la porte un peu, voilà. Donc douche froide à cet âge-là. Il me dit tu prends tes affaires et tu t'en vas. Donc du coup je quitte la maison, je quitte l'appartement du Blône et je vis le vote entre ma voiture et le lycée. Et tes parents à l'époque faisaient quoi comme métier ? Alors mes parents, donc ils sont. Alors moi je suis arrivé en France, voilà. Ouais. Je suis le seul de mes sœurs, on est 4, 3 sœurs et je suis le dernier, le garçon. Mes parents sont arrivés il y a 32 ans, mon âge, donc ils sont arrivés à Rennes. Donc ma mère elle était enceinte de moi, donc je suis né à Rennes, à l'hôpital Sud, voilà. Et ma mère a travaillé beaucoup dans les maraîchers, à cueillir les tomates. Et mon père après a fait, je crois qu'il a fait du découpage de viande, voilà, des petites usines par-ci par-là. Et il a fini à travailler en plus au lycée parce que j'ai fait mon BTS. Et donc voilà, non, après il a eu des petits problèmes de santé qui a fait qu'il a moins travaillé. Donc voilà, une petite dispute à la maison, avec ma voiture un peu, voilà, il me met dehors, je dors dans ma voiture quelques soirs. Ma soeur aux États-Unis, elle suit le conflit, parce que j'ai une soeur qui s'est mariée aux États-Unis, qui vit là-bas. Et elle suit le conflit à distance, et elle me dit non, hors de question que tu restes comme ça, sans solution, tu viens aux États-Unis. Chose que je faisais déjà beaucoup l'été. Quand j'étais collégien, lycéen, je partais juillet-août et j'allais travailler là-bas en fait. Faire des vacances et travailler dans le restaurant de ma soeur. Et elle me dit, prends ta voiture, tes affaires, je t'ai pris un billet d'avion, tu viens aux États-Unis. Donc je pars aux États-Unis pour y vivre, pour tout plaquer, y vivre et travailler et me lancer, quoi. Voilà. Donc je pars là-bas et je travaille. Je me mets dans la restauration, chose que je faisais, voilà, des petits boulots, voilà, un petit boulot avec ma soeur et mon beau-frère, quoi. Où ça aux États-Unis du coup ? Dans les quartiers autour de Chicago. Ok. Ouais, voilà. Donc j'ai dû faire sur mon passeport, j'ai dû avoir 8-9 allers-retours entre Paris et Chicago. Donc une ville que je connaissais mais que pour le travail, un pays que je connaissais que pour le travail. Tous mes copains, voilà, ils étaient un peu à l'époque, les voyages, c'était pas donné à tout le monde. Ils me disaient c'est génial, tu pars aux États-Unis.
c'est quoi le rêve américain? Je sais pas, le rêve américain, moi j'en vois pas. Hein. Si tu veux, déjà en plus t'es mineur quand t'es là-bas. Ouais, bah oui. T'as pas 21 ans, tu peux pas acheter des clopes, tu peux pas aller boire un verre. C'est pour un Français qui commence à avoir quelques plaisirs de vie, justement, de traîner dans les bars, dans les cafés, ça n'existe pas pour une personne de 18-19 ans aux États-Unis. Ouais. Donc tu travailles. Tu travailles, t'as pas ces moments que t'as avec tes copains en France. Et non, c'est complètement différent, quoi. Donc c'était des petits boulots dans la cuisine, dans la restauration Alors quand je faisais ça en été, ils appelaient ça busboy, ça veut dire c'est celui qui débarrasse les assiettes et qui nettoie les tables. Ouais, ok. Donc j'ai fait ça pendant, on va dire, 7 saisons d'été en famille. J'arrivais, je crois que le vol Paris-Chicago, t'arrives à 17h, heure locale là-bas. Ok. À 18h, j'enfilais une chemise noire et je bossais. Jusqu'au dernier jour, et pour prendre l'avion Chicago-Paris, je bossais jusqu'au dernier jour. En fait, voilà, vraiment, donc mes copains m'appelaient, me disaient, ouais, rêve américain, c'est cool ou pas? Je dis, rêve américain, moi, non, travail. Tes vacances à bosser. Qu'à bosser, ouais. Mais j'étais content. Étudiant, ça me faisait gagner de l'argent. C'est clair. Je vendais des fringues, parce que du coup, on me passait des commandes. Je veux des Air Max, je veux du Fubu, je veux du G-Unit. On me demandait des sapes des années, quoi. Et du Ralph Lauren, c'était à fond. Donc, je me faisais de l'argent là-bas, j'étais payé au pourboire et quand je revenais à la rentrée en septembre, je revendais les vêtements que j'avais achetés, quoi. Ok. Voilà. C'était ton premier business entre guillemets. On va dire voilà, mais parce qu'en fait aux États-Unis, c'est vrai que pourquoi, je ne sais pas, il y a cette culture d'acheter, de revendre, de faire du business, c'est vrai. Voilà. Et, donc là c'était les saisons. Après quand je suis parti pour m'installer, c'était différent parce que j'étais plutôt sur un poste où est-ce que j'allais vraiment rester. Donc du coup, j'ai appris à manager le restaurant de A à Z en fait. Ok. Mais vraiment à l'américaine, pareil, c'est mon beau-frère. Donc lui déjà, c'est une des premières rencontres, le mari de ma sœur, qui est un vrai Américain, entrepreneur, solitaire. Dans son esprit, qui a besoin de personne, qui s'est construit tout seul, qui n'a pas besoin de sa famille, qui n'a pas besoin de sa femme, il se lève, c'est lui qui se lève, il ferme, c'est lui qui ferme. Il est vraiment solitaire dans sa façon de fonctionner. Et il m'a dit, bon, maintenant tu es là aux États-Unis, tu mets ta chemise et tu bosses. Mais sans formation, sans accompagnement. Il m'a dit, j'ai confiance en toi. J'avais 18 ans, je crois. 18 ans. Donc toi, maintenant, c'est ton restaurant. Tu arrives avec quel état d'esprit moralement, j'étais fracassé avec la dispute de mon père, parce que mon père, on s'est jamais disputé avec mon père. Mon père m'a jamais puni. Donc je prenais vraiment un coup sur le moral. Et pour pas y penser, donc du coup, ça me faisait du bien de travailler. Donc je fais des journées complètes là-bas, mais sans accompagnement en plus. Mon beau-frère m'a dit, voilà, tu bosses, tu as les clés, maintenant tu es responsable de ce restaurant, son premier restaurant, qui est l'identique que le Wok, là où est-ce qu'on est aujourd'hui. Ok. Ça s'appelle Wok and Fire là-bas. C'était à 60 places avec des salariés. Et là-bas, on me dit, voilà, maintenant tu es le responsable. Chose qui, comme je suis de la famille, qui passe très bien, ils me connaissaient déjà les étés. Et aux États-Unis, en fait, l'âge, il n'y a pas de problème dans l'âge, dans le travail, en fait. C'est pas parce que tu as 18 ans que tu ne vas pas pouvoir diriger. Donc déjà, c'est plus facile qu'en France. C'est une mentalité totalement différente. Se faire diriger par une personne de 18 ans, ça les dérange pas du tout aux États-Unis. Donc je me lance dedans. Chance, en fait, du parcours, je pense aussi. Toujours ce beau-frère, et ce beau-frère, en fait, qui commençait à grossir. Qui était sur sa deuxième et troisième ouverture. Ok. Du même restaurant Wok, là, Wok and Fire. Et du coup, lui, il était occupé à la construction de son deuxième établissement. Et donc, il m'a laissé vraiment en totale autonomie sur son premier restaurant. Okay. Il m'avait vraiment donné le restaurant pour que je m'en occupe, avec interdiction. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'un jour, je le demanderai de faire de la cuisine. Il me dit, tu fais tout. Tu fais la caisse, tu fais la paye, tu recrutes, tu licencies, tu fais tout ce que tu veux. Par contre, je t'interdis de faire de la cuisine. Par contre, en tant que manager, on va dire là-bas, quand il y avait des problèmes de cuisine, j'étais obligé d'aller en cuisine. Donc lui, il était occupé à ses rendez-vous pour son nouveau restaurant, son deuxième restaurant. Et forcément, dans l'année où j'étais aux États-Unis, j'ai dû mettre les pieds dans la cuisine. Donc tu as dû faire de la cuisine. En me cachant, en fait. Est-ce qu'il est au courant Maintenant, il est au courant, bien sûr, parce que quand il voit aujourd'hui le travail que j'ai fait, c'est qu'il est au courant.
Mais alors, je ne sais pas pourquoi, vraiment pas. Mais c'est grâce aussi à ça. Ouais. Parce qu'autrement, voilà, il m'avait interdit aucune chose à part vraiment faire de la cuisine. Ok. Et heureusement que j'ai eu l'opportunité et des fois pas le choix d'être en cuisine. Parce que du coup, j'ai appris quand même le cœur du métier. Parce qu'ouvrir des restaurants sans savoir cuisiner, c'est quand même compliqué. Et donc voilà. Et après, c'est parti comme ça. On a fait une année où j'ai fait l'ouverture du 2e restaurant avec lui. Qu'est-ce qui a fait que du coup je suis revenu en France? Et déjà combien de temps ça a duré aux États-Unis? Un an. Un an, ok. Ouais, un an. J'ai dû faire une coupure pour faire les papiers. Ouais. Pour venir faire les papiers parce que j'étais en demande de green card là. Ouais, le passeport américain. Le passeport américain, ce qui te permet d'être résident, on va dire. Ouais. Donc j'étais en demande là-bas. Je suis revenu faire les papiers ici. Donc ce fameux retour, parce que je fais ma rencontre avec mon épouse. Ok. Rencontre importante. Voilà, parce que c'était pas prévu. Ouais. Donc je venais chercher mes affaires en France, mes papiers, pour repartir. Mais en revenant, on va dire, je tombe un peu amoureux. Ouais. Et du coup, je repars aux États-Unis. Sauf que du coup, j'ai mis non, je vais retourner en France. Ouais. Et allez, on va dire ça fait à moitié-moitié. Je fais 6 mois aux États-Unis parce que vraiment j'avais la tête à quitter la France et à m'installer. J'avais une voiture, j'allais chercher un appartement. Ouais. Je reviens 6 mois parce que je commence à m'installer, mais en me disant tiens, une partie de ta tête qui est restée en France. Il reste quelque chose en France et du coup je finis mon travail et je rentre en France, quoi. Okay. Mais pour dire aussi, bon, après il n'y avait pas que aussi ça, mais les États-Unis, bon, c'est vrai que ça booste au niveau du travail, ça t'apprend à te battre, ça t'apprend à pas penser à la maladie aussi, parce que avant, enfin étudiant, on va dire en BTS et quand je faisais des petits boulots, taux d'absentéisme au lycée, je crois, j'ai frôlé comment dire, d'être viré du lycée à cause Ah ouais, carrément. T'avais des soucis de santé? Non, c'est la flemme. Ah ouais, enfin, tu pas motivé du tout. En France, tu peux avoir une angine quand tu veux. Oui. Tu peux avoir une gastro quand tu veux. C'est vrai. Et j'avais un taux d'absentéisme et de retard qui, je crois, qui était au cumul de 3 mois dans l'année du bac. Donc voilà, tu joues avec la maladie. Et aux États-Unis, vu le prix des frais, des médicaments, tu tombes pas malade. Qui sont pas remboursés. Ah, tu tombes pas malade. Donc c'est vrai que l'année des États-Unis, j'ai appris ça aussi, à pas tomber malade, à pas être absent au travail et de te lever, quoi, tout le temps. Donc voilà, une sacrée différence aussi. Une année intense, quoi. Ouais, que boulot. On m'avait appelé, alors la ville où était ce restaurant, elle s'appelle Amherst, et il m'appelait le fantôme de Amherst. Ah ouais. Parce que on me voyait dans la ville, donc c'était une moyenne ville, une petite ville. On me voyait aller de 8-9 heures jusqu'à 2 heures du matin, 7 sur 7. Parce qu'aux États-Unis, voilà, je sais pas, les vacances, je crois que dans l'année où j'ai bossé là-bas, j'ai dû prendre 10 jours de vacances. Voilà. Quand j'étais habitué à pas aller en cours pendant 3 mois sur une année scolaire, ça monte un peu la différence. Ouais, c'est clair. Mais donc on m'appelait parce que j'étais tout le temps au boulot, en train de faire les papiers, les recettes, travailler, quoi, m'occuper. Ok. Et ensuite, du coup, tu es revenu en France? Du coup, voilà, je décide. Alors, voilà, c'est ça, c'est que j'avais forcément aussi un mal-être aux États-Unis, dans le côté parce que tu travailles tout le temps, en fait. T'as plus ton temps avec tes copains. J'avais pas des copains français, mais j'avais créé forcément des amitiés avec des gens de la ville, des clients, des collègues de travail. Mais aux États-Unis, tout le monde travaille. Donc le jour où tu es en pause, ton ami ou quelqu'un de ta famille, lui il travaille. Donc t'as pas de temps de pause en commun avec ton réseau, en fait. Tu peux pas te poser. Donc tu fais quoi, tu te balades dans les centres commerciaux, tu dépenses la moitié de ton salaire en shopping. Ouais, vraiment c'était ça. Et tout seul avec tes écouteurs, ton téléphone, et tu te balades. Alors à l'époque on n'avait pas les téléphones, mais j'avais mon iPod et c'était ma playlist, et c'était dépenser vraiment la moitié de ton salaire, quoi. Okay. Mais t'avais un manque, et j'avais un vrai manque étant français, habitué à traîner dans les cafés, à pas compter, oublier son temps. Aux États-Unis, tu peux pas oublier ton temps. Le temps, c'est de l'argent. Je crois que c'est vraiment chez eux, ça. C'est clair. Et du coup, j'avais un manque de temps, de plaisir avec des copains, avec la famille. Donc je vivais avec ma sœur, mon beau-frère, mon neveu et ma nièce, que c'était les premiers petits-enfants de la famille. Donc
je les aime, enfin, comme des enfants. Ouais. Donc on vivait dans le même appartement à Chicago, mais j'avais un manque d'eux en fait. J'ai vécu pendant 1 an avec eux et je les voyais moins encore que quand j'étais en France. Donc je vivais vraiment ça très mal de ne plus avoir de relations humaines en fait, Ouais. à part le travail. Donc ça m'a fait aussi un peu craquer et en plus voilà, donc j'avais commencé une relation, on va dire, un peu amoureuse avec Ouais. ma femme d'aujourd'hui. Et donc j'ai dit bon bah maman, je quitte tout et je retourne en France. Et la France, voilà ce que je me dis, c'est pas le tiers-monde. Bah non. Hein, parce qu'à l'époque il y avait un décalage. Je dis la France c'est quand même pas l'Asie enfin, d'où mes parents viennent, ou des pays sous-développés, donc pourquoi on ne pourrait pas réussir en France? Donc j'appelle mon beau-frère et là il me dit bah, reviens, vu que les bagages des études bah, t'en as pas, prends le bagage de l'expérience et si tu reviens en France, tu ouvres un restaurant, autrement reste là-bas. Donc j'avais 19 ans. Donc un ultimatum. Ouais, donc on arrive en France et T'es arrivé donc, voilà. du coup à Rennes directement? Donc je reviens à Rennes, Ouais. je reviens à Rennes tout de suite en disant on va s'ouvrir le restaurant montes un là, restaurant. voilà, on va le monter. Je postule à 2 endroits, je postule au Quick qu'elle amenait Ok. et Qui est toujours là. et qui est toujours là et je postule au restaurant Le Fuji rue d'Herval derrière Ouais. l'église Saint-Germain. Ouais, je là. vois, ouais. Donc le japonais de Rennes. Donc je connaissais pas trop parce que moi j'ai pas été habitué à la restauration. Voilà, Oui. nos parents nous emmenaient pas beaucoup au restaurant. Ok. Je pense surtout parce que ma mère déjà cuisine très bien. Après financièrement mes parents n'avaient pas les moyens de nous sortir au restaurant rapidement. Quand je vivais chez mes parents, Buffalo Grill et McDonald's c'était des restaurants quoi. Ouais. C'était les sorties de l'année. Ouais, je vois. Donc enfin voilà, il n'y avait pas de forcément de plaisir à manger. J'avais plus de plaisir à manger la cuisine de ma mère que dans les restaurants qui nous emmenaient. Hein. Donc je connaissais pas forcément les restaurants de Rennes. Je postule, je mets 2 CV, enfin plusieurs, mais il y a 2 bonnes réponses. Il y a le Quick qui me propose d'être responsable manager. Ok. Donc voilà, les contrats classiques dans les fast-food. Ouais. Et le restaurant Le Fuji, parce que un poste de cuisinier. Et du coup, je prends le Fuji. Je prends le Fuji parce que je voulais, voilà, je voulais encore apprendre la cuisine japonaise que j'avais commencé à apprendre aux États-Unis, mais pas aussi bien que ce que proposait le Fuji. Okay. Et donc super expérience. Le Fuji à Rennes. Je rentre chez lui en lui disant Tomo, je viens chez toi, je vais ouvrir un restaurant à Rennes, donc je serai disponible que pour 1 an. Il accepte la chose. Okay. Et du coup je bosse 1 an là-bas. Super rencontre avec Tomo et Mina. Ouais. 2 vrais japonais, enfin le couple japonais installé à Rennes. Ok. Culture, tradition japonaise, façon de travailler japonaise. C'est un restaurant qui est minuscule. Hein. Je sais pas si tu connais, mais le restaurant, la cuisine, elle doit faire les 4 mètres carrés. Okay. Il y a 40 places assises et ils font un chiffre d'affaires qui est pas de taille par rapport à la surface de l'établissement. Quoi. Okay. Donc super rencontre, des collègues internationaux. Voilà, je travaillais avec un ami à moi qui est plus là malheureusement. Samad, un Cambodgien, on avait des Coréens, des Chinois. Et eux, ils étaient ouverts depuis combien de temps sur Rennes? Le Fuji, je crois que maintenant ça doit faire aller, j'ai envie de dire 18 ans qu'il existe à Rennes. Hein. Un petit moment. Mais c'était le restaurant. Donc quand j'ai postulé, je connaissais pas du tout le Fuji de réputation. Ma femme m'avait dit attends, tu vas bosser au Fuji, c'est le restaurant japonais de Rennes. Et il y avait vraiment 2 semaines d'attente pour avoir une table. Alors, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres, le restaurant n'a que 40 places assises à proposer. Ouais, okay. Et à l'époque, quand on travaillait, nous là-bas, même le midi, les gens faisaient la queue à l'extérieur. On avait une queue le midi, c'était vraiment incroyable ce restaurant. Ça le reste. Hein, une super expérience. Une super expérience. Donc ça m'inscrit un peu dans la restauration à Rennes. Et ensuite, l'ouverture du restaurant là, le Wok, 1er janvier, ouvert en avril 2007. Donc juste après cette expérience au Fuji, c'est ça? Voilà. Ok. Donc on enchaîne. Hein. Je crois qu'il y a eu 3 mois parce que j'ai quitté le Fuji. Je me suis pris 3 mois pour pouvoir faire la démolition de ce local qui n'était pas restaurant. Ok, c'était quoi avant? C'était Orthoconfort. Donc c'était un magasin pour tout ce qui était produits orthopédiques. Ouais, donc rien à voir avec rien à voir. Donc une création complète. Donc pas trop de moyens, première expérience. Et bien placé quand même. Parce que à côté de la gare, à l'époque pas forcément. La gare et la rue Saint-Hélier n'avaient pas
n'avait pas la réputation d'aujourd'hui. Ok. Même elle laissait craindre un peu Ah avec, ouais, voilà, elle n'était pas. Mais il y avait le projet du TNB. Mhm. On arrivait à peu près dans les projets du TNB, du cinéma. Ouais. Donc tout ça, et dans les mêmes années, hein, je crois que ça s'est enchaîné. Donc c'est sûr que sur ce côté-là, c'est pour ça que ça nous a fait venir aussi. Ouais, sur une vision long terme, voilà. c'était tout bénef, quoi. Ouais. Mais donc pas facile parce que premier investissement, jeune. Mhm. Alors moi j'avais 19 ans, j'allais sur mes 20 ans. Expérience aux États-Unis, rien en France, pas de diplôme dans la restauration, enfin pas de cuisine, BEP ou CAP hôtellerie. Mhm. Associé à mon épouse Anne-Sophie, qui a travaillé dans l'immobilier chez Kermarek, Ok. qui vendait les pas de porte. Et Nicolas Sion, mon beau-frère, qui aussi lui était dans l'immobilier chez Blo à vendre des maisons. Ok. Donc quand on arrive il y a 10 ans, dans l'année 2007, pour monter un projet de restaurant, Ils quittent c'était leur très job. compliqué. Ils quittent leur job, du Ouais. coup. Ouais. Ils quittent leur job, ah ouais, ils démissionnent, Ouais, ils quittent ouais. leur job. Mais très compliqué parce qu'à 10 ans, on n'était personne. Ouais, c'est sûr. Personne dans Rennes déjà, parce que on ne nous connaissait pas. Mhm. Personne dans le monde de la restauration, parce qu'on n'avait jamais fait de restauration à Rennes. Donc quand on arrivait en banque, on se présentait, qui vous êtes, on ne vous connaît pas. Où vous installez, on ne connaît pas votre endroit parce que c'est pas un restaurant que vous reprenez, c'est un magasin orthopédique. Donc, et un concept, le wok à l'époque, personne ne connaissait. Donc on arrivait en banque, pas du tout gagnant. Hein. Ouais. On ne connaît pas la cuisine qu'on veut monter à Rennes, on ne connaît pas le local qu'on rachète, et on ne connaît pas les personnes qui vont monter le projet. Donc c'était très très compliqué. Comment vous avez réussi à convaincre Ce premier banquier, je ne sais plus comment, Monsieur Emilski, voilà, Ouais, ok. qui n'est plus, hein, qui a changé de travail. Mhm. Il a pris ce pari de nous suivre, mais avec des conditions de caution, Ouais, de sécurité financière évidemment. blindées. Évidemment. Hein, donc moi je me rappelle parce que c'est la première fois que je fais un prêt de ma vie, Ok. à 19 ans, d'une somme, allez, je pense que c'était aux alentours des 500 000 euros pour Ouais. 600 000, ouais, presque allez, 540 C'est je crois, un truc comme ça. Après, Il y a quand 10 même, ans. costaud, quoi. À 19 ans, j'avais jamais fait déjà un prêt conso, Ouais. 1000 euros, donc mon premier prêt il commence à 540 d'endettement. Ok. Et ben, tu signes les papiers à la banque et tu recopies des pavés là, parce que tu t'engages demain, si tu peux pas rembourser la société, de rembourser par tous les moyens. Enfin, je lis ça, je recopie sans vraiment comprendre, mais je comprends que si je peux pas rembourser le restaurant, je devrais hypothéquer, vendre mon foie, vendre mes reins, vendre ma famille, mais dans tous les moyens, par n'importe quel moyen, je devrais rembourser cette banque. Donc ça me fait sourire parce que j'avais pas grand chose. Donc Ouais. je signe cette caution là en disant ok, C'est- vous allez me c'est prendre qui de tout la. double, quoi. C'est qui tout double, mais de toute façon vous allez me prendre quoi? J'ai rien. Ouais. Parce que en fait, il y a les feuilles de patrimoine là, et tu demandes si tu as du patrimoine pour justement avoir une réserve si jamais on a des soucis pour rembourser le prêt. Mhm. Et comme quoi tu signes, tu acceptes qu'ils te prennent tout. Sauf qu'il y a 10 ans, j'avais rien. Donc Ouais, j'ai fait, donc, moi j'accepte. Aucun problème. Il n'y a aucun problème. J'ai rien, donc vous allez me prendre rien. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait que, j'explique souvent, c'est ça qui fait aussi que j'ai osé faire ce saut, parce qu'il n'est pas simple à faire. Signer, on va dire, une somme de 500 000 euros d'emprunt pour quelqu'un aujourd'hui qui veut entreprendre, bien sûr que c'est compliqué. C'est ta première prise de risque, entre guillemets. Voilà, mes prises de risque inconscientes. Ouais. Je le dis vraiment, à 19 ans, je ne peux pas dire que j'étais conscient de ce que je faisais. J'étais vraiment pas conscient. Et c'est grâce à ça que je pense que c'est bien parti. Parce que dans entreprendre, il faut prendre des risques. C'est sûr. Il faut être aussi inconscient des fois. Donc aujourd'hui, un jeune de 19 ans qui voudrait se lancer dans la restauration, tu lui conseillerais de... Je pense que voilà, dans la jeunesse, la folie, là, elle permet de faire le saut. Après, au fil des années, donc ça fait 10 ans qu'on fait ce métier, on a rencontré des personnes avec qui aujourd'hui on a des choses en commun. Et on a aussi étudié des projets avec d'autres personnes. Okay. Et qui ne se sont pas lancés parce qu'ils n'avaient pas cette fougue de la jeunesse. Ils avaient déjà un confort d'un salaire, notamment je pense à un ami qui travaille dans une agence d'architecte,
qui avait un salaire voilà, confortable, Mhm. mais qui ne s'épanouit pas forcément dans son travail, qui a aussi des enfants. Et ben quand tu as déjà ton confort de vie avec des enfants, mais quand il faut faire le saut, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que je le dis toujours, c'est pourquoi j'ai pris la folie de commencer il y a 10 ans et de me lancer dans cette aventure d'ouvrir une dizaine de restaurants, allez 9 pour l'instant. Mhm. Ben, c'est parce que en fait, j'étais pas conscient de ce que je faisais. Quoi. Ouais. J'allais à moitié les yeux fermés et on y va et on verra bien comment ça va se passer. Quoi. Donc, et voilà, et je pense qu'aussi pourquoi il y a une explosion des start-up là, Ouais. des entreprises, de jeunes personnes qui ont plein d'idées et qui se lancent, c'est parce qu'au départ, ils n'ont pas froid aux yeux en fait. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on est moins dans une mentalité d'avoir un CDI, d'avoir de la stabilité. Oui. Il y a de plus en plus de jeunes qui prennent des risques, justement, Mm. de lancer leur boîte, parce qu'ils ont eu une bonne idée, etc. Et c'est vrai que cette mentalité, je trouve que avant, elle était peut-être moins présente. Complètement. Parce que déjà, il y avait des familles très tôt, on faisait des enfants assez tôt. Oui. Et du coup, le truc, c'était d'avoir de l'argent assez rapidement et d'avoir une situation stable pour acheter une maison et se poser, et voilà quoi. Et on est vraiment, comme tu dis, hein, y a un changement de comportement de gens sur la vie, en fait, la vie générale. Aujourd'hui, on veut profiter vraiment plus de la vie que nos parents, hein, qui ont fait des carrières. Clair, voilà. On est dans une société de consommation. On consomme tout, on consomme le matériel, on consomme les téléphones, on consomme les hi-fi, on consomme tout ça. Mais on consomme aussi le travail. Donc moi, je le vois en recrutement. Bah, les jeunes, et même pas que les jeunes, hein, parce que quand j'ai commencé à 10 ans, j'avais des clients ici qui étaient profs à la fac, ou voilà, des métiers de carrière, hein, et qui à côté avaient ouvert une discothèque. Ou des projets qui n'étaient pas forcément en cohérence avec la fonction publique en fait. Mais ils avaient besoin de consommer le métier en fait, consommer l'expérience de travail. Et nous on le ressent vraiment, même dans nos équipes qui travaillent chez nous aujourd'hui. Hein. Les gens qui sont chez nous en poste, qui souhaitent partir, mais qui reviennent. Voilà, donc on sait très bien, donc on essaie de jamais vraiment se fâcher avec les gens qui nous quittent, parce qu'on sait que on est amené à se recroiser plus tard. Et on a vraiment compris que, voilà, comme tu dis, les gens aujourd'hui veulent consommer l'expérience de vie, le travail, ils veulent tester plusieurs métiers. Prendre du plaisir dans ce Prendre du plaisir et pour pouvoir s'enrichir, en fait, pour pas dire, bah, dans ma vie, j'ai fait qu'une chose. Et avoir des regrets derrière. Des regrets et j'ai pas pu faire, voilà, j'ai eu des rêves. Et donc, vraiment, on le voit, ouais. Ok. Et donc, après cette ouverture du Wok, finalement bah, l'ouverture de Wok, ouais, elle se passe. Comment ça s'est passé Elle se passe très bien. C'est une grosse surprise, bah, vraiment, parce que. Alors, nous, on part vraiment pareil, ça, faut le savoir. Quand on ouvre un restaurant ou un projet, on part toujours, enfin, au minimum, au plus bas, quoi. On ne pense jamais que ça fonctionne. Là, on est dans le restaurant du Wok, donc qui est ouvert depuis 10 ans. On l'a fermé pendant 3 semaines pour travaux, pour le rénover de A à Z. De la plomberie, du chauffage, de la cuisine, du carrelage, on a tout refait. Vendredi, là, hier midi qu'on a rouvert, ben on a toujours peur qu'il n'y ait personne. Donc chaque projet qu'on ouvre, on n'est jamais sûr, voilà, de ce qu'on fait. Ça, faut le savoir, c'est parce que faut pas être trop gourmand au départ. Puis rien n'est jamais acquis. Voilà. Complètement, c'est ça, ouais. Et surtout que ça évolue tellement vite qu'il faut toujours faire attention à être toujours à la page quand même. Mais donc on ouvre il y a 10 ans, avril 2007, le Wok. Les gens ne connaissaient pas la cuisine du Wok, ne connaissaient pas l'adresse de ce restaurant et ne connaissaient pas dans le métier. Donc on dit, oh là là, comment ça va ouvrir. C'est un carton à l'ouverture. Voilà. La curiosité des Rennais. Alors ce qui avait bien marché, c'est qu'on avait 3 mois de travaux, je crois, ici. Et on avait fait des gros travaux, on avait collé une grosse bâche là, en covering là, sur la façade et qui avait apporté pas mal de curiosité dans la mi-janvier. En termes de com, vous aviez ça? Est-ce que vous aviez de la presse ou Non, à l'avant-ouverture, c'était la bâche. On avait une grosse bâche qui marquait aujourd'hui, on ouvre le Wok à Rennes, un restaurant de cuisine asiatique. Et je me rappelle parce qu'on faisait des travaux à mettre les déchets dans le camion. Chaque personne qui passait dans la rue me demandait qu'est-ce que ça va ouvrir, c'est quoi comme cuisine. Donc c'était vraiment une nouveauté.
Et donc l'ouverture se passe très très bien. Un autre facteur aussi, le réseau, parce que Anne-Sophie et Nicolas, ayant travaillé plusieurs années quand même, 5 et 7 ans je crois dans l'immobilier à Rennes, avaient déjà un portefeuille relationnel conséquent et qui a fait que du coup l'ouverture, on avait déjà pas mal de monde. Okay. Ça ressemblait vraiment limite à un salon de l'immobilier, l'ouverture du restaurant, le wok, les premières semaines, parce qu'on avait tous les collègues de Camarac, ça jouait sur tous les collègues de Blo, forcément. Ouais, c'était vraiment rigolo et voilà, c'est parti comme ça. Et dans l'ouverture, donc on a commencé, on était 5. Okay. Anne-Sophie en salle, Nicolas, donc les associés en salle, moi-même, ma sœur Miki, qui est aujourd'hui aussi associée. À l'époque, elle était en employée chez nous. Elle avait quitté son travail, elle travaillait au combustible de l'Ouest à Verne et elle était venue travailler avec nous parce que j'avais l'habitude de travailler avec ma sœur aux États-Unis en fait, pendant les étés. Et je savais qu'on pouvait lui faire confiance. Et un cousin qui un vieux cousin de la famille qui n'est plus à Rennes maintenant, qui est retourné à Paris. Donc on était 5, 3 en salle et 2 en cuisine. Voilà. Et aussi une autre question par rapport à ta famille, quand tu es revenu sur Rennes, est-ce que tu es directement revenu les voir ou Ah ouais, complètement. Complètement. Ouais. Très important la famille chez nous. Ouais. Mon père, la dispute qu'on a eue qui a fait que j'ai quitté la maison et je suis parti aux États-Unis. Je crois que le jour où j'ai pris mon billet d'avion, parce qu'il était au courant que je partais aux États-Unis, il a déménagé sa chambre dans ma chambre. Donc on était fâchés, mais voilà, il avait des regrets déjà et voilà, on a tout oublié. Et surtout, en plus, moi je lui en veux vraiment pas. Ouais. Alors j'ai une philosophie de vie qui est très simple. Moi je pense que limite notre vie est déjà écrite. En fait, le jour de naissance est prévu et le jour du décès est prévu et le parcours est prévu. Ouais. Après, on peut jouer un petit peu, on peut changer, mais je pense souvent que les choses voilà, sont déjà écrites. Mes parents sont de religion bouddhiste, très pratiquante. Ils sont très pratiquants et donc forcément aussi très croyants. Moi, avec le travail, je ne peux être que croyant, on va dire. C'est sûr. Puis quand tu fais un prêt à 500 000, tu peux être croyant aussi. ouais. Mais non, ça fait vraiment partie de... Non, la famille... là, ils étaient là vendredi, on a rouvert le restaurant il y a 10 ans. Donc, avant les travaux, hier, ils ont prié, quoi. Donc, à chaque ouverture, si vous allez faire le tour des établissements, il y a forcément un endroit où il y a des statues posées, parce que mes parents viennent faire des offrandes. Donc, même les clients, des fois, qui connaissent très bien la famille, ils ont l'habitude de voir mes parents venir pendant le service et faire leur prière au milieu de la salle, allumer des encens, apporter des fruits. Les poser au coin de la vitrine. Donc voilà. Une place hyper importante de la famille dans ton business finalement. Ah, complètement. Déjà, on associait Anne-Sophie, donc mon épouse, Nicolas, son frère, qui est mon beau-frère, qui est marié avec ma sœur. Donc il y a un croisement. Les enfants vont bien, donc, parce que des fois on se demande. Et j'ai mon autre sœur Miki, qui est associée aussi dans certains de nos restaurants. Elle se travaille en grosse partie sur le restaurant Monsieur Yac de la Chalotais. Je vois très bien. Donc là c'est ça. Donc Anthony qui s'occupe du Moon Restaurant, mon beau-frère. Et ma sœur qui est aux États-Unis, qui est pour moi là avec son mari Siri. Elle est toujours aux États-Unis. Ils sont toujours aux États-Unis, ils ont toujours les restaurants. Donc ils ont combien de restaurants sur Alors ils ont eu à un moment jusqu'à 7. 7 restaurants. Voilà. Et les États-Unis sont comme ils sont. Ils ont dû se séparer de leur financier, leur associé financier. Il avait fait un gros développement. Et au début, quand je suis parti, il y avait 3 restaurants. Et il en a monté 7, donc 4 ou 5 d'un coup. Dans la même ville ou Pas mal la même ville, et je crois qu'il y en avait un dans une autre ville complètement ailleurs du Chicago. Mais un gros développement à l'américaine, là, avec un vrai associé financier qui a permis de faire beaucoup d'ouvertures en très peu de temps. Et qui s'est défaite parce que l'association financière ne s'est pas bien passée avec le comportement de ces nouvelles personnes. Donc il a retourné un peu la case départ. Mais bon, je pense qu'il est aussi heureux que ça lui a fait une expérience. Mais voilà.
Donc oui, ma sœur, mon beau-frère aux États-Unis, je les compte comme des associés parce que c'est des associés pour moi spiritueux. Ouais. Surtout ce beau-frère-là, enfin, c'est lui qui m'a tout appris. Je pense que sans lui, le WOOC n'existerait pas à Rennes. Ok. Et C'est lui qui t'a donné cette envie d'entreprendre. c'est lui qui m'a appris à être, un entrepreneur, je pense, Parce que en avant plus d'aller. de Nicolas, mais en fait, quand je suis arrivé aux États-Unis chez lui, moi Ouais. j'étais l'étudiant français. Oui, t'avais Parce aucune. qu'il fallait pas aller à l'école. T'avais aucune motivation à créer une boîte, etc. Voilà. T'avais aucune idée de ce que t'allais faire entre J'avais la bourse parce que mes parents gagnaient pas beaucoup de sous. Ouais. Je sais plus, ça devait être. Donc moi j'ai la bourse quand c'était le passage à l'euro. Donc Ouais. j'avais 300 euros sur mon compte tous les trimestres Ah ouais. qui partaient dans les soirées quoi. Ouais. Donc je me levais toujours en retard. J'avais 10 minutes de retard à mon réveil, j'allais pas à l'école la matinée. T'étais pas fait pour. J'étais pas Pour le assidu, système j'étais scolaire, voilà. ouais. Et même j'avais pas commencé à travailler encore en France. J'avais juste fait un mois de travail dans la carrosserie de mes beaux-parents. J'avais repeint les murs de la carrosserie. Ok. Mais je connaissais pas le travail, j'étais un flemmard quoi. Enfin, on t'apprenait comme tout ado à 18-19 ans, tu flemmes quoi, tu manges chez toi, tu flânes quoi. De toute façon, le système scolaire français est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est. Elle n'est pas fait pour tout le monde, mais c'est vrai que, et ce qui est quand même, ce qui m'a toujours intrigué, c'est que le lycéen, on va dire, ou l'étudiant français, quand il est diplômé, et quand il va commencer sa carrière professionnelle, enfin commencer à travailler, parce qu'on ne parle plus de carrière chez nous, je pense, il ne se passe rien. Par contre, quand il va faire un petit cursus à Londres, en Australie, au Canada, où ce qu'il se dit, non, j'ai fini mes études, mais avant de travailler en France ou ouvrir ma boîte ou trouver un boulot dans une grosse boîte, je vais d'abord aller voyager et m'amuser. Et c'est là-bas qu'on les éduque à travailler en fait. Je pense que nous, en sortie de diplôme, sortie scolaire, il n'y a pas d'éducation du monde du travail. Puis surtout que, je sais pas, je dirais peut-être 75% des étudiants après le bac vont à la fac, etc. Enfin, ouais. Et la fac, c'est quelque chose de très. Si t'as pas envie de bosser, que tu vas à la fac, tu bosseras pas quoi. Enfin, voilà, mais il n'y a pas le sas en fait d'entrée dans la vie professionnelle en France qui manque. Et souvent, parce que nous, on voit les gens qui sont là pour bosser, alors ils viennent chez nous des fois temporairement, mais ils sont faits pour bosser dans n'importe où. C'est parce qu'ils sont passés à l'étranger en fait. Ils ont eu, j'ai fait un an de, comment ça s'appelle ça, de visa working holiday en Australie ou dans un autre pays. Ouais, c'est pas VIE je ne sais plus, mais on sent que c'est pas les mêmes candidats en fait, de recrutement. Ils ont le même âge qu'une personne qui sort d'école, mais ils ont vécu une expérience de 6 mois ailleurs et du coup ils sont prêts à bosser quoi. Donc on sent une différence et ce manque en France parce que quand tu as fini tes études et tu décides d'aller travailler, tu te sens seul un peu parce que je pense que c'est pas facile d'aller à un entretien d'embauche en France. Moi j'ai bien vu aux États-Unis quand j'embauchais des personnes là-bas, une des personnes que j'ai embauchées la première fois de façon autonome, c'était un plongeur, un Guatémaltèque. Ça faisait 24 heures qu'il était arrivé dans la ville. Donc il avait traversé frontière Guatemala-Mexique, Mexique, États-Unis. Au passage, il a pris quelques castagnes, il a perdu quelques dents physiquement, et il est arrivé à l'arrière-porte, l'arrière-cuisine, par la porte de derrière, au restaurant de mon beau-frère, et on l'a embauché en tant que plongeur. Et le gars, il savait pas parler anglais. Donc yes, no, goodbye, c'était déjà très très bien. Ça s'est joué sur quoi le recrutement? Sur la motivation? Le mec sortait l'embauche, la création, le travail, le recrutement. Je sais pas, il est beaucoup plus facile aux États-Unis. Alors forcément aussi le licenciement, parce qu'on a une grosse différence en France, il est aussi facile quoi. On t'embauche aussi facilement qu'on licencie aux États-Unis. Mais c'est tellement rapide. Il a été embauché et à l'époque, il y a 10 ans, plongeur, 24 heures qu'il est arrivé sur le sol américain. Il était payé $1 700. Bon quoi, le coût de la vie est un peu plus cher quand même aux États-Unis. Mais ça permet quand même d'avoir un petit appart. Je ne sais pas quel est le
le revenu moyen au Guatemala. Mais, je pense que c'est pas $1 700. Voilà, j'imagine quand même la différence qui doit se passer pour lui quand il arrive et qu'au bout d'un mois de travail, bon, voilà, il était pareil, il faisait pas non plus 70 heures par semaine. Hein. Bon, il travaillait plus que 39 heures, c'est sûr. Mais la personne là gagne $1 700 en ne sachant dire que yes, no, thank you et un goodbye. début d'American Dream, quoi. Mais en France, pour moi, si tu ne parles pas français, tu ne vas même pas à l'entretien d'embauche. C'est vrai. Vraiment. On t'appelle pas à l'entretien d'embauche et si ton français n'est pas bon, bah, l'entretien d'embauche, en compétition, on va dire, avec d'autres personnes qui ont un français, on va dire, sans parler déjà de diplôme d'expérience, un français correct, ben forcément, tu vas pas sortir du lot, quoi. Aux États-Unis, la langue n'est pas une barrière, une barrière en fait. Ouais, c'est une culture totalement différente, quoi. Ouais, c'est plus flex, on va dire. Hein, comme ils disent là-bas, c'est flexible, c'est easy. Il n'y a pas de lettre de motivation. Il y a beaucoup moins de contraintes, mais arrête dans les deux sens, hein, dans le licenciement, mais pareil, parce que si tu te fais licencier aussi vite que tu as été embauché, enfin derrière les personnes ils retrouvent du travail. J'ai un tonton hein, qui est le frère de ma mère qui est sans domicile fixe, voilà, qui là-bas dans la rue et c'est un choix. Nous on l'a fait venir parce qu'une fois on l'a fait venir ici en France, on va lui rendre visite, on lui envoie de temps en temps des vêtements, mais il a toujours dit, donc il s'appelle tonton T là, il a toujours dit lui c'est un choix. Il veut être. Des fois, il va travailler. Donc, des fois, il prend 6 mois, 8 mois, parce qu'il reprend l'appartement, il retravaille. Mais lui, voilà, il a un choix. Hein, c'est un junkie, hein, parce qu'il me dit moi, j'ai pris toutes les drogues de ma vie. Il boit. Quand il est venu à Rennes, ici, il a dormi chez nous. Je sais pas, il est capable de boire 10 bières entre 9h et 11h, quoi. Mais c'est un choix et au travail et aux États-Unis s'il a besoin de travailler il va travailler va travailler dans l'usine, il va travailler après aux États-Unis il y a tout ça hein. Il ramasse ses canettes de soda là parce qu'après mais lui c'est un choix, il a toujours dit que c'était un choix parce que ma soeur peut lui proposer un travail, on peut lui proposer mais il veut vivre dehors donc voilà. Et donc ta façon de recruter aux États-Unis quand tu as recruté ce mec là, est-ce que tu t'as la même méthode de recrutement en France? Est-ce que en France, tu vas recruter quelqu'un qui, par exemple, qui vient d'arriver en France, qui ne sait pas forcément parler français? Est-ce que tu vas juger ses compétences? Est-ce que tu vas ça va se jouer à quoi? Non, nous ça se joue vraiment au feeling. Alors c'est souvent on entend parler de ça. C'est quoi le feeling? C'est quoi? Mais non, c'est le comportement de la personne, c'est l'envie, c'est la motivation. Voilà, on regarde pas les diplômes, on regarde pas forcément l'expérience. Est-ce que tu demandes une lettre de motivation? Pas systématiquement. Si elle est là, c'est toujours un plus parce que on la demande pas. Donc si le candidat lui a fait l'effort, alors de l'écrire. De la rédiger, de l'imaginer, oui. Mais par contre, quand on sent aussi la lettre de motivation, copier-coller de Pôle emploi ou d'Internet, voilà. Et donc là, on dit, bon, bah, là, on s'en passerait bien. Mais non, on recrute vraiment sur le comportement de la personne à l'entretien d'embauche. On pose des questions sur ce qui est important pour moi à l'embauche, c'est l'équilibre du candidat. D'accord. Comme on en parlait tout à l'heure, là, il y a un moment, c'est le bien-être qui est important. Il faut que la personne soit bien dans sa peau, dans sa vie privée déjà, pour pouvoir venir travailler. C'est sûr. C'est important après de trouver l'équilibre entre le travail qui demande entre 39 et 43 heures semaine à une personne et l'équilibre qu'il a dans sa vie privée. Il est important que nous, chaque salarié, ait le temps de repos qu'il faut, ait le temps de pratiquer ses passions, ses sports, de voir sa famille, ses amis et travailler. Voilà, nous, on a vraiment cette attention dans l'embauche de dire et de trouver les personnes. Le travail, c'est le travail. On leur donne un planning parce qu'on leur demande d'être à fond dans le travail, de venir, de commencer leur journée en mode travail et de la quitter en mode travail. Et pareil, quand ils arrivent chez eux, ils franchissent leur monde perso, famille, hobby, activité, en pensant plus du tout au travail, vraiment.
et ensuite qui profitent vraiment bien de leur jour de repos, de tout ce qu'ils ont à faire, pour que quand on les récupère nous au travail, qu'ils ont pu se purger justement, se ressourcer et être bien dans les deux parties en fait. Donc on va dire la machine de guerre, parce que des fois on en a en ancien embauchement, je suis une machine de guerre. Et tu gères tous les recrutements ou alors tu plus peux pas faire depuis tous les 5 mois, Ouais, plus depuis 5 mois parce qu'on vient de recruter, on a fait une création de poste Ouais. d'une ressource humaine, Ok. parce qu'à un moment, lorsqu'on s'occupe des ouvertures, de l'exploitation, de l'entretien du matériel, de l'entretien de nos équipes, Tu peux pas être partout, quoi. le couteau suisse à un moment, il peut plus tout faire. C'est clair. Alors, donc on a fait une création de poste sur une fonction de ressources humaines il y a 5 mois, 4-5 mois là, et un gros soulagement pour tout le monde, pour nous en gérant et aussi pour nos salariés, parce qu'ils ont aujourd'hui quelqu'un qui est beaucoup plus à l'écoute et qui a un vrai suivi aujourd'hui de l'évolution de leur travail. Ok. Et surtout qu'aujourd'hui, l'ensemble des restaurants, des différents restaurants, représentent à peu près 130 personnes Voilà, donc qui travaillent plus de 130 personnes voilà, qui, en qui CDI bossent, chez nous à temps plein. sur les 9 entreprises. Voilà, sur les 9 entreprises. Donc forcément, maintenant, il faut quelqu'un qui soit spécialiste dans le comportement, en relation humaine, dans le travail, quoi. Donc j'ai laissé ça. Ouais. Je me suis retrouvé un petit peu au chômage parce que c'était une grosse partie de mon travail. Aujourd'hui, quelqu'un qui entreprend, qui fait de la restauration, qui vend des vêtements, qui a une agence de voyage, le plus dur sera l'être humain. Voilà. Pour nous, c'est vraiment ça. Et donc quand tu dis que tu as contribué à la création de 130 emplois, oui. Tu le ressens comment? Ça te fait quand même plaisir? Bien sûr, ouais, ça fait plaisir parce que ceux qui sont avec nous aujourd'hui, ils sont contents, je pense, d'être avec nous. Parce que important. pareil, j'emprisonne personne. De toute façon, tout le monde est libre de venir chez nous et de partir. Et nous, vraiment, on essaye. Notre but, c'est que tout le monde trouve son plaisir à tous les niveaux de poste qu'il y a, du chef au plongeur. Il faut qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font. Et non, c'est surtout aussi une responsabilité. Aujourd'hui, on est responsable de 130 personnes, de 130 salaires, et dans certains, voilà, derrière, il y a des familles aujourd'hui. Le plus ancien est Lee, dans ce restaurant-là. Okay. Il y a 10 ans aujourd'hui d'ancienneté avec nous. C'est quelqu'un, c'est pareil, il est arrivé Lee ici, il parlait pas très bien français, alors je vais en parler rapidement, mais parce que Lee ici, quand il a commencé, au bout de 3 jours, je voulais plus de lui. Post-clope à l'extérieur, avec mon cousin et un ami à moi, Kevin, qui ont fait l'ouverture du restaurant. Et je dis, mais lui, j'en veux plus, c'est pas possible, il parlait pas très bien français. Il comprenait vraiment pas, enfin c'était dur, quoi. Il avait quel rôle? Lee était cuisinier, commis de cuisine, quoi. Il débutait, son père avait des restaurants, je crois, à Rennes. Il est d'origine vietnamienne. Donc voilà, mais il n'arrivait pas à comprendre ce qu'on lui demandait. Du coup, mon cousin, donc forcément, voilà, comme quand on fait des erreurs surtout au départ, quand on commence à entreprendre, si on n'en fait pas, on n'est forcément pas, on n'est pas né pour être entrepreneur, donc on l'apprend. Ouais, c'est sûr. Et moi, je dis non, je veux plus de lui. De toute façon, c'est fini. Donc mon cousin et mon ami, eux, ils me disent mais non, pas du tout. Laisse-lui une chance, ça va le faire. Et le soir, je ne sais pas pourquoi, un gros déclic. Alors peut-être que la pression de se dire qu'il allait peut-être pas être gardé dans l'équipe fait qu'il commence à travailler comme on lui demande. Et bien 10 ans plus tard, Lee, il est là. Il est toujours là. Et Lee, il a commencé, moi j'ai fait son déménagement, il louait un pseudo-appartement. En fait, c'était un garage aménagé par un propriétaire. Donc on l'envoie des fois à Rennes, je pense, des propriétaires un peu imaginaires, parce qu'ils arrivent à créer des logements et louer ça à une fortune à des gens. Donc Lee habitait dans un garage, avec une porte de garage, parce qu'il vivait avec sa mère. Donc il a son CDI ici. Il a fait un premier déménagement dans un logement social, dans le Blône, juste en face où j'ai grandi avec ma famille.
Donc déjà, il progresse. Donc je suis content de voir ça. C'est ça qui me fait plaisir en fait. C'est que par le travail, qui a un métier de cuisinier qui a ses contraintes du soir, de travailler le soir, en coupure, bah, lui, il sort du garage, il amène sa mère dans un HLM de 3 pièces, parce que je fais le déménagement de chez lui, donc j'ai aimé retourner dans cet immeuble, qui n'était pas très loin d'où on a grandi. Donc on emménage Idli là-bas, au Blône. Et là, dernièrement, je crois il y a 2 ans, donc il s'est marié. Il a eu une fille. Donc il vivait dans cet appartement avec la maman, sa femme, sa fille. Et il a acheté une maison à Saint-Herblain. Donc là, il y a 2 ans, il a acheté une maison. Il a fait construire une maison pour déménager sa femme, sa fille. Et il vient d'avoir encore un nouveau garçon là. Donc ça me fait plaisir. Ouais, c'est pas forcément le nombre, c'est pas forcément la quantité des 130 personnes aujourd'hui à qui on fait confiance pour le travail. C'est d'avoir des personnes comme lui, là, que ça fait 10 ans parce qu'on est fidèle, parce qu'il est fidèle à nous, et qu'aujourd'hui, bah, il a pu réaliser des projets pour sa vie privée, quoi. D'être parti d'un garage avec sa maman et de finir dans une petite maison sympa à l'extérieur de Rennes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui définissent les entrepreneurs en fonction du nombre d'emplois qu'ils créent. Finalement, c'est pas la quantité, parce que si tu as 130 personnes, mais que les 130 personnes sont pas heureuses, oui, voilà. Bah, ça sert à rien, quoi, concrètement. Non, c'est voilà, nous on essaie d'avoir, et c'est ça qui va me manquer là dans la tâche d'avoir délégué la ressource humaine à une autre personne. C'est de plus avoir le suivi en direct. Alors là, on avait le suivi tout le temps en direct, on connaissait le nom de chaque... enfin, moi, je pense connaître... Allez, ça fait 5 mois que j'étais remplacé dans ce rôle-là. Je pense connaître les 120 prénoms des personnes qui travaillent chez nous. Il y a une dizaine là que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas aussi. Enfin, qui ne nous connaissent pas quand on rentre dans les établissements. Ils ne savent pas qui on est. Donc, c'est assez rigolo quand même. Mais c'est vrai qu'on a eu pendant 10 ans l'approche, le suivi de tout le monde, de la reconnaissance de chaque personne qui travaille pour nous. Et comme l'évolution interne chez nous, la promotion interne, elle est très importante. Hein. Forcément, en 10 ans, il y a des gens qui ont pu évoluer, qui ont grandi avec nous en fait. Et c'est pareil, c'est un tout ça. Aujourd'hui, le développement, parce qu'on a commencé avec un restaurant, aujourd'hui on en a 9. C'est grâce aux rencontres qu'on fait avec les gens. Et c'est grâce aussi aux rencontres qu'on fait avec nos équipes. Je le dis aussi souvent à nos équipes, si j'ai pas des piliers, si on n'a pas des personnes comme aujourd'hui, on va dire nos directeurs, nos chefs de cuisine, nos responsables de salle, bah, y a des projets qui ne se font pas. Je prends à l'état actuel, aujourd'hui des locaux, des idées de restauration, des emplacements, on en a en attente en fait. 10 ans plus tard aussi les financements, aujourd'hui on en a en attente. Il y a 10 ans, on ne voulait pas nous prêter des sous. Aujourd'hui, les partenaires banquiers attendent que ça, nous prêter des sous pour ouvrir d'autres restaurants. Parce que là, il y a l'assurance de... Voilà, aujourd'hui, voilà, on a renversé un peu la tendance qu'on avait en rendez-vous bancaire. Et le frein, je veux dire, au développement aujourd'hui, ça va être l'humain. Aujourd'hui, on ne répond pas oui à tous les projets qu'on nous propose. Parce qu'on n'a pas les humains, on va dire, de qualité. Donc les personnes de confiance, les personnes qu'on connaît depuis quelques années, on n'en a pas assez. Et c'est ça qui fait aussi les projets. Donc c'est pour ça que personne qui rentre chez nous, plongeur, on va dire, ou commis de salle, pour nous, notre objectif, c'est qu'ils deviennent un jour des managers. Alors, peut-être dans 1 an, pour ceux qui sont rapides, qui ont des capacités, mais peut-être en 5-6 ans ou 10 ans, que je reprends Lee, quand il est arrivé il y a 10 ans, il n'était pas prévu être chef de cuisine. Il était prévu être commis cuisine, cuisinier. Et aujourd'hui, voilà, il a évolué, il a progressé dans son travail. Il est passé chef de cuisine. Alors lui n'a pas bougé, il est resté 10 ans dans le même restaurant. Mais rien que dans son comportement, grâce à son comportement, ça nous a permis de déléguer, d'avoir confiance et de lui laisser la cuisine complètement pour pouvoir faire d'autres restaurants. Donc il est vraiment important d'avoir des bonnes relations et d'accompagner nos équipes à grandir
à devenir indépendant, autonome, pour pouvoir se développer, quoi. Ok, et donc le wok, lancement du wok, c'est parfait. Parfait, ça s'enchaîne. Alors la locomotive, c'est ce qu'on dit, on va dire, dans le jargon, c'est la locomotive parce que c'est elle qui va commencer le premier projet. Ensuite, il va y avoir les autres wagons qui vont arriver derrière. Donc le wok, au départ, on arrive avec le wok, l'idée du wok, on veut le développer en franchise. En chaîne de restauration d'abord et ensuite en franchise. Donc on en ouvre un deuxième qui est... Combien de temps après 2 ans. 2 ans. 2 ans après, voilà. Ouverture du deuxième wok. Vraiment, parce qu'une vraie locomotive, le wok ici, à Nantes, du coup. À Nantes aussi. À Nantes s'ouvre, donc on ouvre le wok près des Gailleuls. À Nantes. Ensuite, il y a eu le magasin Piment Rouge, donc d'épicerie asiatique. Le Moon Restaurant qui est juste à côté. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le noyau familial. Hein. Ça, pour l'instant, c'était des ouvertures, des projets qui sont faits vraiment spécifiquement qu'en famille. La locomotive du wok fonctionnait très bien parce que comme tu es entrepreneur, tu travailles dans ta boutique, tu comptes pas tes heures, on travaille ici sur 7. Donc forcément, en fin d'année, les dividendes tombaient. Et au lieu de s'acheter des yachts la première année ou des hélicoptères, on les a toujours réinvestis. Réinvestis pour faire des ouvertures. Et chaque établissement qui avait cette santé financière saine, on a toujours fait ça. Donc ce qui est important aussi de faire, je pense, c'est les premiers euros, les premiers gains, dividendes ou salaires qu'on gagne, c'est de les redistribuer. On va dire dans la philosophie asiatique ou dans la religion bouddhiste, il faut donner pour recevoir. Hein. Nous, c'est vraiment important de redistribuer en fait, de pas tout consommer. J'ai toujours eu ça. J'ai eu cette phrase de ma mère, de mes parents, on va dire, sur mon premier salaire quand j'ai travaillé justement à peindre une carrosserie. J'avais gagné le SMIC, 5000 francs. Et de ma sœur, chez nous, notre premier salaire, il faut toujours le redonner. Donc là, quand j'avais 17 ans, donc j'avais gagné 5000 francs à l'époque. T'en as fait quoi? J'ai tout dépensé en cadeau. Donc j'ai racheté un aspirateur à mes parents. J'avais offert des choses à des cousins, des amis. Bon, j'en avais gagné une partie quand même, mais je pense plus d'une moitié de mon salaire, des 5000 francs, était parti à racheter des choses à d'autres personnes. Parce que mes parents, dans la tradition, dans la culture, me l'avaient toujours un peu inculqué. Ma sœur aînée, qui a 10 ans de plus que moi, l'avait fait aussi, la première fois qu'elle avait gagné son salaire. Et c'est des choses qui sont très importantes, toujours de redonner. Là, je reprends aussi Syrie, parce que je t'en avais parlé un petit peu avant de faire l'interview. Quand je suis parti des États-Unis, j'étais un peu gêné de quitter mon beau-frère, qui comptait sur moi au final pour développer ses restaurants. Et je voulais le remercier. Et je lui dis, non, je ne sais pas comment te remercier et comment m'excuser de te laisser après un an parce que tu m'as tout donné, tout appris. Et parce que tu m'as payé mon salaire, tu m'as logé, tu t'es occupé de mes parents, enfin tu fais tout bien pour ma famille en fait. C'était le premier beau-frère de la famille. Et c'est quelqu'un qui a tout supporté. Il a supporté son business, il a supporté notre famille, parce que lui il avait des moyens de supporter nos parents. Et il m'a juste simplement dit, il a fait ce que je t'ai donné, redonne-le à quelqu'un d'autre. Mais il a dit vraiment ça, je te demande juste ça. Donc au début, à l'époque, je comprenais pas trop. Je dis mais non, moi je sais pas. Aujourd'hui, j'ai gagné des sous, je vais peut-être en gagner. Est-ce que je te rembourse? Veux-tu que je sais pas, que je te renvoie de l'argent pour te remercier? Que je paye cette formation quoi. Je sentais que je devais quelque chose. Quoi. Il m'a dit non, il a fait juste redonne ce que je t'ai donné à d'autres personnes. Terminé. Et good luck. Bonne chance, voilà. Donc voilà, c'est très important. Donc le wok a toujours été comme ça. C'est ce qu'on gagne. On le redonne à d'autres établissements. Forcément aussi on le redonne, nous, comme on partait d'ici, on redonnait du salaire à d'autres personnes. Donc le wok est passé de 5, nous comprenant dans l'équipe. Aujourd'hui, il y a 10 personnes. Donc voilà, à chaque fois qu'on crée un établissement, on redonne notre travail à quelqu'un d'autre. Voilà. Après arrive quoi ces 3 wok, le piment rouge, le Moon. Le piment rouge. Arrive le projet du BDS, qui a un gros changement quand même, parce que
déjà, le BDS, c'était un projet. Alors, ça commence par quoi le BDS? C'est qu'on comprend, on prend conscience que le wok ne peut pas se développer en France. Parce que la culture, on va dire, n'est pas la même que dans les pays anglophones. En France, s'apprivoiser en produits asiatiques, c'est plus compliqué qu'aux États-Unis ou dans les autres pays anglophones. Trouver la main-d'œuvre aussi asiatique est beaucoup plus compliqué. Donc, du coup, on sent qu'il va y avoir une limite au développement du wok. On a eu même un projet de franchisé sur l'Orient. Où est-ce qu'on a travaillé, on est parti chercher le local ensemble. Et à la fin, avant de se lancer, nous en tant que futurs franchiseurs, on s'est rétracté. On a dit on ne vous donne pas la franchise parce que vous allez rencontrer des problèmes de recrutement, de fourniture de produits asiatiques. Donc, on arrête le développement du wok. Parce que même nous, déjà, on ressentait sur 3 établissements à gérer en direct des difficultés pour le développer. Donc, on dit, hop, on s'arrête là et on part sur autre chose. Et on part sur le bar des sports. Donc, bar des sports, pareil, qui est un premier concept que moi, j'ai appris à connaître. Et un concept plus... aux États-Unis. Plus grand public, entre guillemets, avec une cible plus large que le wok, je pense. Complètement, c'est ça que tu dis. Dans le sens où n'importe qui peut venir... le wok fonctionne très bien, mais comme tu dis, il cible une clientèle qui accepte de manger déjà asiatique. Voilà, c'est ça. Donc c'est une clientèle qui se ferme un peu plus. Et j'ai vraiment eu, donc c'est bien que tu me lances dessus, mais j'ai vraiment à un moment cette vision, on a eu cette vision de se dire, bah non, si on est sur une cuisine et un concept un peu plus large, forcément avoir une clientèle plus large, donc un potentiel de clients plus élevé. Et on va rencontrer peut-être des difficultés différentes, mais que celle du wok. Donc on ouvre le BDS en se disant voilà, on tourne la page du développement du wok. Elle n'est pas complètement tournée parce que preuve là, on a refait les travaux complètement, on est reparti pour 10 ans. Et on monte le projet du BDS, donc le bar des sports, qui vient d'une idée des États-Unis. C'est là que je passais mes temps libres quand je travaillais pas. Au wok de Chicago. Pendant mes pauses, je mangeais des burgers et je regardais des matchs de baseball ou des parties de poker dans ce restaurant, en face du restaurant, du wok, qui s'appelait Buffalo Wild Wings. Donc il y a un sports bar, live bar aux États-Unis, avec un nom américain, une ambiance très américaine. Et c'est un projet qui était en sommeil depuis très longtemps. Enfin, depuis que je suis revenu en France, je l'avais en sommeil en fait. Mais il fallait faire le wok parce que j'avais une expérience dans le wok. Donc après, on part sur le BDS. Donc on cherche un local très compliqué à trouver parce qu'il fallait grand, bien placé. Il fallait des espaces, bien placé. On cherchait surtout une terrasse. Alors on n'a pas de terrasse au BDS, mais on ne trouvait pas de grand établissement avec une grande terrasse. Donc on se lance sur le quai Lamennais, qui était une crêperie avant. Voilà, on monte le projet et dans ce projet-là, c'est là qu'on intègre le premier associé financier. Donc pour les supporters du Stade Rennais, le capitaine du club. La rencontre avec Romain, elle s'est faite comment? En fait, de façon naturelle, on va dire, Romain et sa femme sont des clients depuis 10 ans au wok. Donc ils mangent, ils font partie des premiers clients du wok restaurant. Et moi, dans ma cuisine et avec mon épouse, on les a rencontrés ici. Ils venaient manger régulièrement. Donc Romain Danzé, il faut savoir qu'il mange le même plat depuis 10 ans, de poulet au sésame. Il mange que ça. Et ils venaient manger ici en couple et surtout aussi avec leurs parents. Donc moi, j'étais pas du tout foot. Pour vous dire, voilà, il n'y a pas eu d'intérêt dans le foot de quoi que ce soit de les rencontrer. Ils sont venus ici à prendre du moment de plaisir, en fait, comme tous les clients qui viennent chez nous. Et on les a rencontrés comme ça. Après on a sympathisé, on a fini par manger chez les uns chez les autres. C'est devenu des amis. Devenu des amis. Et au cours d'un mercato, parce que je crois que c'est là qu'on en parle, et je lui dis voilà, on parle de nos projets, qu'est-ce qu'on allait faire là dans le futur.
Toujours lu le mercato, ben forcément tu restes au club ou pas, Ouais. tu pars, toi Tchèque, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis ben, tiens, on va ouvrir un nouveau restaurant, un bar des sports, enfin un sports bar, là, live bar, Ouais. sur le thème du sport. Ok. Et il trouve ça rigolo, je fais bah, si ça t'intéresse, vas-y, on y va quoi. Et Romain, simple comme il est, lui dit oui. Donc oui comme ça, mais autour d'une bière ou d'un barbecue, je pense que c'était. Et après, du coup, quand on concrétise un petit peu, on trouve le local, on commence à signer des compromis. On lui en reparle, il fait ah non, mais tu sais que je t'ai dit oui, donc on y va. Donc il s'associe à nous financièrement sur le BDS. Donc, mais vraiment, toujours de façon. Simplicité. Ouais, super Ouais. simple parce que le soir de la signature, donc le notaire, on signe le restaurant, la crêperie, et ensuite, comme on récupère les clés, on souhaite aller directement à la crêperie pour aller revoir Ouais, l'établissement. le lieu. Et là, Romain il vient avec nous à la crêperie. Donc la crêperie, on l'avait visité peut-être 10 fois avant de signer, avant de l'acheter. Et Romain arrive à la crêperie et en face du notaire et il fait sa visite. Donc le notaire lui dit mais monsieur Danzé, vous connaissez pas la crêperie? Vous avez acheté une crêperie et vous l'avez jamais vue? Il fait non, j'ai dit oui à Tchèque et sa famille pour s'associer et je leur fais confiance. Ouais, donc, il te faisait confiance. donc ouais, je veux bien voir à quoi elle ressemble la crêperie, quoi. Qu'est-ce qu'on vient d'acheter. Donc c'était assez rigolo parce que ça avait quand même surpris parce que c'était un montant qui était assez important. Ouais, C'est on pour peut ça pas- aussi que Romain était là, hein. C'était Plusieurs un millions. confort. Bah oui, on peut parler de chiffres, ça a fini à 1 million d'euros Ok. de BDS L'achat, ouais. pour l'achat et les travaux. 1 million 100, 1 million 200 presque même. Toujours un dépassement de budget. Ouais, c'est sûr, ouais, forcément. Mais voilà, on n'était pas habitué à ces montants-là. Ok. C'était pas habitué à ces montants-là, nous, dans nos restaurants. Et du coup, ça nous faisait un petit peu peur. Voilà. Donc le BDS ouvre. Et là aussi, c'est un gros changement parce qu'on essaie de quitter la restauration asiatique. Ouais. On fait rentrer un partenaire financier. Donc une autre personne à table pour le gâteau en fin d'année. Ça. Et la mise en avant aussi par Romain Danzé. Bah oui, forcément. Parce En que termes de com, voilà, on savait que ça allait apporter quelque chose, ouais. mais le foot, c'est voilà, un sport qui touche beaucoup de monde, qui est vraiment populaire, et nous, c'est ce qu'on aime aussi. C'est clair. Tous nos établissements, c'est ce qu'on veut, c'est une clientèle très populaire, multisociale, simple. Les gens qui viennent chez nous, alors on offre des ambiances, des décorations qui sont assez hautes, on va dire. Les gens ont peur des fois de venir chez nous parce qu'ils nous appellent pour savoir s'il y a une tenue exigée. On leur dit non. Alors j'adore prendre cette phrase-là qui vient de McDonald's parce que ils l'ont prise, mais j'aurais bien pris la même pour nos établissements. C'est venez comme vous êtes chez nous. Ouais. Nous, on a l'étudiant, on a l'artisan qui vient manger chez nous, comme on a le PDG ou Oui, c'est vrai que voilà, on a tous les tickets. Hyper large. C'est le plaisir qu'on a, c'est d'avoir des gens qui peuvent dépenser 10 € sur un repas, comme des gens qui peuvent en dépenser 50. C'est clair. Et c'est ça qui nous plaît. Voilà. Donc le foot, Romain Danzé, le BDS, les médias, à cette ouverture, boum, un gros boom. Sur Rennes, En termes de visibilité. beaucoup de gens ne nous connaissaient pas. Non, c'est Alors, clair. ça faisait 5 ans qu'on avait déjà, le Wok, les 2 Wok à Rennes, le Wok à Nantes, le Moon Restaurant. Voilà, on faisait déjà nos petits parcours de restaurateur à Rennes. Voilà, la première fois que je t'ai vu, c'est l'article de West France Ouais, avec, c'est ça. avec Romain Danzé, Voilà. avec ouverture du BDS. Horrible. Horrible, parce que moi pas du tout habitué, Romain un peu plus habitué parce qu'à parler à la presse avant, après match, Ouais. voilà, ça fait partie de leur travail. Ouais. Moi j'étais là avec c'était pendant les travaux, j'étais en train d'installer je sais plus, des lumières au BDS. Ouais. Le journaliste d'Ouest France arrive. J'avais des cheveux, on aurait dit un Dragon Ball Z. J'avais des cernes parce que je dormais pas. Ouais. Un suite de travaux. Et il me dit, allez, on fait l'interview et en plus on vous filme. Ah, d'accord. Et donc là, c'est parti. Et la mise en avant totale. Donc, je veux dire, grâce et à cause de Romain, parce que moi, j'aime pas ça, quoi. Oui, enfin, oui. Ouais. Tu m'as faut déjà dit ça. aimer ça, faut être à l'aise avec ça, avec
le public. Ok. Et après, derrière, comme tu dis, tout le monde, oui, c'est l'associé de Romain Danzé, c'est le monsieur du BDS. C'était, voilà, tout le monde te posait des questions quand tu sortais dans Rennes, quand tu allais te balader. Romain, etc. Voilà, on demandait, c'est toi qui as le BDS, blablabla. Et donc je préférais avoir mon intimité dans mon travail avant que celle d'aujourd'hui. T'es passé de travailleur de l'ombre à... Ah bah ouais, complètement. Donc je dis grâce parce que forcément ça apporte du boulot et du succès. Mais faut aimer ça, quoi. Aujourd'hui, quand tu sors, c'est plus comme avant. Les gens t'associent à cette image d'un footballeur public. Et après, on te parle de tes restaurants. Donc maintenant, quand je suis à un moment, on va dire, avec des copains ou autre part, on te parle toujours travail. Ah, c'est le monsieur du BDS, c'est le monsieur du Wok. Donc avant, on ne connaissait pas. Donc voilà. Okay. Donc le BDS s'ouvre. Super aventure, j'adore. Un carton aussi? Un carton, ouais, nouveau. Les gens attendaient ça un petit peu. Ce qu'on voulait vraiment, c'était... parce qu'à Rennes, il y a beaucoup de bars. Hein, donc, Rennes est connue pour la rue de la Soif, pour ses bars en nombre. Voilà, je commençais à regarder le foot, les grands matchs. Alors, quand j'aime le foot, j'aime la Coupe d'Europe, enfin la Coupe du Monde, j'aime ça. Ouais, voilà. L'Euro. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions, voilà, toutes les grosses affiches, quoi, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le foot. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois à Rennes, quand tu vas regarder un match à 20h, à 20h, normalement, tu commences à avoir faim. Tu peux pas manger. Donc tu manges des bières et tu manges que des bières. Donc c'est vraiment, on voulait offrir un endroit où on pouvait se restaurer, prendre un repas pendant qu'on regardait un match de foot et d'autres sports. Mais c'est vrai que le foot prend beaucoup de place chez nous. Donc non, c'est un bel établissement où on reçoit vraiment différents événements sportifs. On essaie de l'animer de beaucoup de choses, quoi, de faire vivre. Ouais, il y a pas mal d'événements. J'ai vu que plusieurs événements avec Virgin, avec Alex de Virgin. Ouais, pareil, enchaînement total, l'ouverture. Virgin Radio vient nous voir, je crois que ça fait 1 mois, 2 mois qu'on ouvre. Rencontre avec Alex et Marc, son responsable de la régie radio, là. Ouais. Oui, le BDS fait son buzz aussi, hein, c'est pour ça qu'il vient nous voir, je pense. Il y a la tournée des Camille Combal qui va se faire à Rennes. On cherche des établissements. Tu fais partie des établissements qu'on pense pouvoir utiliser. Voilà. Est-ce que ça te dérange si on fait ça chez toi au BDS? Donc ça engage, ça veut dire que du coup tu réserves le restaurant. Tu privatises, voilà. C'est un vendredi. Complètement. Déjà surtout, il faut que tu débarrasses tout le mobilier. Donc nous, ça faisait 1 mois, à peine 2 mois, qu'on avait emménagé. Donc on avait installé les banquettes, les tables, les chaises, et on nous demande de tout débarrasser. Donc il faudra que vendredi matin à 6h, il n'y ait plus rien dans le bar, dans le restaurant au rez-de-chaussée, et que tu puisses accueillir un bon nombre de personnes. Mika va venir aussi, donc Camille Combal et Mika. Ouais, donc c'est quand même. Donc nous on se pose la question, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Tu réfléchis on un fait peu, pas, on vient d'ouvrir. En plus, on va perdre une demi-journée de chiffre d'affaires. Ouais. Parce que Virgin prend tout pour faire l'émission radio en live. Et on fait pareil, on dit bon, faut pas se poser de questions, quoi. On y va parce que de toute façon. On ne sait pas ce qu'on va perdre, on vient d'ouvrir, donc on ne sait pas combien on fait un vendredi, on va dire matin jusqu'à 18h. On ne connaît pas nos chiffres d'affaires, donc on dit oui, on dit bon, on vous laisse l'établissement pour votre journée Virgin Radio. Et pareil, ça joue à la notoriété de l'établissement, quoi. Parce que du coup, Virgin Radio parle du BDS plusieurs fois, en local, en national. Les gens viennent voir Mika, viennent voir Camille Combal. Il y avait même la mascotte du Stade Rennais, je crois. Il y avait la mascotte du Stade Rennais. Ils avaient fait une sacrée émission avec beaucoup d'animation. La voie de bus, laquelle amenait, a été envahie par les spectateurs. Donc voilà. Ok, donc pour le BDS. Puis ensuite, finalement, le dernier projet. Whitefield. Dernier projet. Un peu plus excentré, mais avec un concept quand même. Avec un vrai concept, quoi. Voilà, l'OVNI. Nous, on l'appelait l'OVNI aujourd'hui.
Donc il est pas identifiable dans son concept, dans son lieu. Ça a été présenté l'été dernier. L'été dernier, l'agent immobilier vient nous voir. C'est un projet qui tombe à l'eau au départ, qui devait être un RIE, donc un restaurant interentreprise. Ouais, j'avais entendu parler carrément d'un espace de coworking qu'à la base c'était plus en mode pro quoi. Oui, alors au début, c'était un restaurant qui ne devait pas être ouvert au public. Voilà, c'est ça. Il devait ouvert que aux entreprises. Et donc du coup, dès le départ, c'était prévu dans ce quartier, parce que c'est quand même un quartier hyper... il était prévu. Je crois que c'était dans l'histoire, c'était la Pépinière avec Technicolor et plusieurs qui devaient monter ce projet de restauration. Ok. Il est abandonné, donc l'agent immobilier vient nous voir, un peu, pas en catastrophe, mais dans l'urgence, nous dire voilà, on se trouve avec un plateau de 1000 m² là, en rez-de-chaussée, il y a un besoin de restauration et le projet de restauration est annulé. Donc on revient de vacances, nous, bien reposés, mais après, avec la rentrée, et on nous propose ça, il faut une réponse rapide. Donc on visite les 1000 m² en bottes et en casque de chantier, parce que c'était encore en travaux, rien, quoi. En construction, pas en travaux. Et il fallait, dans la demi-heure, il fallait une réponse. Donc nous, voilà, on retourne dans le camion, il pleuvait. L'agent immobilier nous demande, alors qu'est-ce que vous sentez? Pas facile, parce qu'on visite du béton, en fait. On visite du béton, de la pluie, il y avait des flaques d'eau, il n'y avait pas de fenêtres. Et on revenait de la Thaïlande, donc un pays qu'on visite presque tous les étés. Okay. Pays d'origine, mais pays aussi où beaucoup d'inspiration. C'est là-bas qu'on va chercher de l'inspiration, des concepts, des comportements, de la musique, enfin de tout, des façons de servir, parce que la Thaïlande est très riche pour aller chercher des idées. Et on demande à l'agent 5 minutes, si tu veux bien nous donner 5 minutes, qu'on retourne dans notre camion, qui nous a servi de bureau, de salle de réunion en fait. On s'assoit dedans et on dit d'urgence. Voilà, complètement. Ça ressemble dedans parce qu'on rentre dedans, on s'enferme, on allume le petit plafonnier là, et on dit mais qu'est-ce qu'on fait de ça, 1000 m², servir autant de repas, ils nous vendent 5000 personnes dans la zone, on connaît les contraintes de la restauration du midi, tout le monde est très pressé. C'est clair. On dira 1000 m², 5000 personnes dans la zone qui voudront manger, la masse salariale, comment qu'on va pouvoir faire. C'est un gros projet. Et on dit de toute façon il faut prendre, et on fait le food court. Le food court, donc, qui est des cours, enfin, traduction littérale, on va dire, cours de restauration. Voilà. Chose qui est très développée en Thaïlande, à Bangkok, endroit qu'on avait, peut-être on a dû prendre des repas il y a 10 jours avant, avant de rentrer. Et donc on se tape dans la main, on dit oui, on prend le local et on monte un food court, parce qu'il n'y a que ça qui pourra vivre, on va dire, qui pourra fonctionner, vu la quantité de personnes qu'on devra servir, le nombre de repas en un temps maximum. Pour expliquer un peu, le food court, c'est un peu en mode self finalement, c'est-à-dire que la personne, elle a plusieurs espaces de restauration, elle va prendre son plateau et elle va choisir ce qu'elle va manger, quoi. Donc le vrai food court, on va dire, comme il est fait, parce qu'on s'est inspiré, parce que c'est plusieurs restaurants d'indépendants. Vraiment, il faut savoir, en Thaïlande, il y a presque même 20 corners, 20 points de restauration, dans un même espace. Parce que c'est même des indépendants en fait qui louent. Donc c'est la sous-location. Ils louent en fait 5 m² d'espace de cuisine, et c'est eux qui vendent leurs recettes, leur cuisine. Après, la copropriété, en fait, le collectif du food court impose une quantité d'entrées, de plats et de tarifs à pas dépasser, une fourchette. Et chacun fait sa cuisine et vend. Et après, chaque plat vendu est le chiffre d'affaires du cuisinier, en fait. Et des fois, il y a des enseignes qui se greffent au panel de restaurants. Donc nous, on voulait monter ce concept de food court en sachant que c'est compliqué d'avoir différents intervenants qu'on ne connaît pas. Donc du coup, pour le client, il a l'impression d'avoir 4 corners différents, mais derrière nous, c'est une équipe, une brigade de 20 cuisiniers qui travaillent ensemble, en fait. Donc voilà, et après c'est vrai que c'est le client qui a le choix de plusieurs cuisines, de s'installer comme il veut, d'une libre circulation, d'une liberté de se déplacer dans le restaurant, contrairement à nos restaurants classiques, parce qu'il faut arriver à l'heure, s'asseoir, prendre la commande, il y a un timing, il y a une contrainte vraiment d'être
suivi dans le temps, qu'au Whitefield Café, chacun est libre de consommer comme il veut, à la vitesse qu'il veut, de s'installer comme il veut. Vous pouvez boire, manger d'abord, boire après. On voit vraiment les gens avoir différents comportements. Il y en a qui vont manger d'abord, plus vers les cuisines. Et ensuite, quand ils ont envie de passer dans l'après-repas, ils prennent leurs affaires, ils se déplacent autour du bar. Et après, là, ils consomment leur dessert avec des digestifs ou des cocktails. Donc, voilà. Donc, c'est 4 cuisines différentes, c'est ça? Donc là-bas, il y a 4 cuisines différentes. Voilà. Donc, une cuisine asiatique, parce que c'est ce qu'on sait faire. La cuisine française, la cuisine italienne. Donc, c'est une nouvelle cuisine qu'on a appris à faire. Et la cuisine bien-être, on va dire, parce que c'est un peu la tendance d'aujourd'hui. Un peu végétarienne. Tout ce qui est légumes, bien manger, pas gras. Et du coup, le lancement s'est bien passé, forcément. Le lancement s'est très bien passé et j'en viens à l'explication pourquoi on l'appelle l'OVNI. C'est parce que nous, on a du mal à le comprendre. Ça fait 7 mois qu'il est ouvert. C'est quand même un carton. Surtout le soir et le week-end. Donc le midi, c'était gagné, on va dire, vu la zone et le si peu d'offres dans cette nouvelle zone là, des champs blancs via Silva. Donc c'était presque sûr que ça fonctionne, mais c'était le soir, le week-end qu'on avait beaucoup de craintes. On pensait faire vraiment peut-être 20-30 couverts en semaine et aller faire une centaine de couverts le week-end. Et au final, on fait 3-4 fois plus ce qu'on pensait faire le soir et le week-end. Et puis vous avez une belle formule le dimanche, le brunch. Le brunch aussi, qui cartonne depuis le BDS, parce que c'est le BDS qui nous a permis de rôder un peu ce brunch dominical et qu'on a pu faire évoluer et améliorer, on va dire, sur le Whitefield Café, parce que on a une cuisine plus grande et on a une variété de produits aussi qui permettent d'offrir des produits encore plus larges sur la cuisine pour les clients. Moi je l'ai déjà testé ce brunch, j'ai beaucoup aimé. Carrément. C'est vrai qu'il faut pas manger la veille. Faut pas manger la veille, mais c'est le côté, on va dire, parce qu'on paye un prix et après vous pouvez vous servir à volonté. Oui, voilà, c'est ça. Donc comme tout le monde, c'est normal. Quand c'est à service à volonté, on en veut un peu pour son argent et on en profite de manger bien. Mais c'est aussi le concept du brunch. Totalement. C'est de faire un seul repas au lieu de faire le petit déj et le déjeuner, quoi. C'est ça. C'est ça. Ok. Et donc pour la suite, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? C'est quoi tes prochains projets? Alors il y en a un nouveau qui va arriver, qui s'ouvre en avril. On prend du retard comme tout le temps. Même 10 ans plus tard, on pense être meilleur dans le timing, dans les travaux et dans le business plan, mais il y a des facteurs qui font que des fois tu peux pas maîtriser aussi. Donc du coup on prend un mois de retard. L'ouverture est prévue avril 2018. Ça va être un nouvel établissement qui va se situer dans la zone industrielle sud-est de Rennes. Alors derrière le Tuk Tuk Mom, qui est un restaurant, c'est vrai, on n'en a pas parlé, même, qui est quand on part de Rennes et on va vers Champy, qui est un restaurant parce que ton partenaire Benjamin Roland a participé au logo, une rencontre aussi que j'ai beaucoup aimé. On parle beaucoup aussi des rencontres et des personnes. Benjamin qui a un talent de graphiste, une vision, et qui nous a permis aussi d'ouvrir ce restaurant, parce que c'est lui qui a dessiné le logo du restaurant, parce qu'il a essayé de faire comprendre que c'était le restaurant de ma maman, la recette de ma maman, donc je pense qu'il a réussi son travail avec sa pâte. Donc voilà, on ouvre un nouveau restaurant en avril 2018, qui va juste derrière le Tuk Tuk Mom. Un restaurant qu'on a souhaité annuler, ne pas faire il y a quelques mois, parce qu'en fait le développement qu'on a aujourd'hui il est intensif quand même. Donc depuis le Whitefield, le Whitefield Café, en fait avant le Whitefield on était à 70-80 salariés, et le Whitefield nous a lancé à 130 salariés. Donc forcément au niveau du back office, de la gestion en interne, beaucoup plus de travail qu'avant, et le Whitefield, il faut le comprendre, quoi. C'est vraiment l'OVNI, faut le suivre, c'est nouveau, c'est 700 mètres carrés de restauration. C'est vrai que sur Rennes, il n'y a pas vraiment d'équivalence en termes de concept. Voilà, capacité, on a 300 places assises, enfin c'était très très dur, costaud, et on commençait à être surmené en fait par le travail, et on avait lancé le projet d'avril 2018 qui va s'appeler Avec,
Ok. donc AVEC. Ouais. Et à un moment, on a dit stop, on arrête. Faut qu'on fasse une pause, faut qu'on se tienne à faire bien ce qu'on fait d'abord avant d'en ouvrir d'autres. Donc on voulait se concentrer sur nos bureaux. On a un projet d'ouvrir une école, un centre de formation. Ok. Dans la restauration. Dans la restauration, ouais, privée, surtout déjà pour en interne, pour former nos 120 salariés en fait, à la manière parce qu'on leur demande de travailler. Et on souhaite arrêter avec. Sauf qu'avec, donc je vais t'expliquer rapidement le concept et pourquoi on n'a pas pu l'arrêter, c'est qu'on va faire intervenir d'autres personnes dedans. Ok. Et du coup, quand on a dit à ces gens qui vont faire partie de... D'autres entrepreneurs du coup. Voilà, d'autres entrepreneurs. On a dit, voilà, on va pas faire avec parce qu'on on doit faire une pause, on doit se concentrer sur ce qu'on a déjà pour bien le faire. Et ça va nous prendre 1 an. Et quand on leur a annoncé qu'on n'allait pas faire ça, et eux, ils avaient déjà projeté, même déjà des fois avancé, d'ouvrir avec nous. Ils se sont dit, mais non, vous pouvez pas nous faire ça. Nous, on a prévu d'ouvrir avec vous, de déménager et de faire l'aventure avec vous, donc on peut pas. Donc 1 de plus, 1 de moins, c'est vrai que nous, ça nous change pas beaucoup notre vie, mais pour eux ça leur changeait pas mal. Donc on a dit bon allez, on y va. Donc l'ouverture se fait avec, c'est un bâtiment industriel. Donc si tu vois un peu les tôles ondulées, les charpents métalliques, je vois très bien. C'est 900 mètres carrés, donc c'est un peu plus grand que le Whitefield qui est 700 mètres carrés, donc il y a 200 mètres carrés de plus. C'est un endroit qui va accueillir, alors quand tu rentres sur Avec, c'est un parking privé déjà, avec une terrasse. Donc quand on rentre, vous rentrerez par le grand portail. Tu arriveras dans un magasin de lifestyle où tu pourras acheter de l'accessoire de vêtements et de motos. Stylé. Donc tu pourras acheter des couteaux, des casques, des lunettes de soleil, des t-shirts. Donc je ne sais pas si vos vêtements seront partie du magasin, j'espère, parce que ce qu'on souhaite, c'est apporter... Mettre en avant des créateurs aussi. Ouais, des créateurs, voilà. Donc sonder un petit peu, sourcer les créateurs rennais, locaux, et qui rentrent aussi dans le thème du projet Avec, et pouvoir soit les mettre en dépôt-vente ou soit voilà, les vendre directement via cette boutique. Donc c'est un concept store quoi. Voilà. Donc l'entrée du lieu Avec arrive par le magasin, la boutique. Derrière la boutique, il y aura un garage moto et voiture rétro. Donc c'est pour ça que j'ai mon véhicule. Là tu le vois pas, mais ça fait partie du projet. Super. Donc on va customiser, on va dire, des petites motos du 125. T'es passionné par la moto toi du coup? Je suis devenu passionné, voilà. Je suis très nul à un vélo, j'ai fait plusieurs chutes de vélo. Je suis même tombé à Rock-on-Solex, je me suis cassé une épaule. Et je suis motard depuis 2 ans maintenant. Et je suis passionné avec des copains. Donc, et pourquoi le nom Avec? Parce que c'est un lieu de vie, de plaisir qu'on veut partager avec des copains, avec la famille, avec des créateurs, avec des entrepreneurs, avec nos enfants. Donc voilà pourquoi il s'appelle Avec. Donc c'est le premier projet qui sort de la restauration et qui reste quand même dans la restauration. Parce qu'il y aura un restaurant. Donc tu rentres, j'essaie de te faire imaginer l'entrée. Donc tu rentres par la boutique. Derrière la boutique, tu vas voir le garage parce tu pourras faire, parce qu'on va vendre des motos qu'on va fabriquer, qu'on va customiser, des voitures qu'on va customiser aussi, ou apporter ton véhicule qu'on va fabriquer à ta sauce. Voilà, donc ça c'est le magasin. Donc le bâtiment avec une boutique, avec un garage. Ensuite, on rentre, on arrive sur 3-4 conteneurs aménagés qui va être celui de Khalil Tattoo Family, donc qui est nos tatoueurs. Donc, dans la famille, on est devenus aussi passionnés de tatouage. On est tous tatoués, même mes parents maintenant à 60 ans sont tatoués. On les a tatoués, alors eux qui étaient contre, donc on leur a offert des tatouages, donc ils sont tatoués. Voilà. Donc cette famille-là, la famille Khalil, Khalil Mokhtar et Calvin Mokhtar sont tatoueurs depuis 15 ans à Rennes. Aujourd'hui, ils ont leur shop qui est en face de Bricquigny, du lycée Bricquigny. Place Bricquigny, je crois, c'est même. Donc eux vont fermer pour ouvrir là-bas, donc dans l'entrepôt. Donc en mode garage, concept store, salon de tatouage. Salon de tatouage, piercing. Restaurant. Encore, il y a quelque chose d'avant. Donc, je vais aller vite, ça prend du temps. Mais du coup, Khalil arrive, ils sont 4 tatoueurs aujourd'hui. Ils vont passer à 8 tatoueurs et piercing. Donc, on leur aménage 4 conteneurs. Donc là, tu passes devant le Khalil Tattoo Family.
Après, il y aura un coiffeur barbier, donc, qui a été aujourd'hui, qui vient dans ce concept en avril, c'est Barber Lodge. Je ne sais pas si tu le connais. Ouais, je vois. Alors, j'ai pas de barbe, donc je ne suis pas client chez lui. Il a déjà 2 boutiques, 2 barbers là. Alors, je crois que le premier c'est rue Nantaise et il vient d'en ouvrir un deuxième rue Saint-Hélier. Ok. Et lui, il vient ouvrir un 3e salon dans l'entrepôt aussi, coiffeur barbier à l'intérieur. Donc, et ensuite arrive ce que tu arrives, le bar et la restauration et une terrasse. Donc ça va être un super espace de vie, quoi. Voilà, un super espace de vie, parce que normalement pour l'instant il y a un projet de cheminée, on va mettre une vraie cheminée centrale, parce qu'on pourra venir, là en ce moment il fait pas très chaud, mais faire une raclette. On espère, donc, au moins déjà prendre un café ou un chocolat chaud autour, mais avec des copains et pouvoir aller soit se faire coiffer, se faire tatouer, boire un café, faire plusieurs choses en même temps, quoi. Ok. Donc voilà le futur projet, on va dire, de restauration. Avril 2018. Avril 2018. Ça arrive. Voilà. Et le prochain, prochainement. Le centre de formation, l'école, Ouais. qui est quand même très important. Ouais, c'est clair. J'ai aussi une petite question. Ton surnom c'est Tiek. Oui. D'où ça vient? Alors, je sais pas comment dire parce que je ne sais. Alors, je l'ai pas choisi. J'ai mon prénom français est Jacques. Oui. Mes parents, quand ils ont eu la nationalité française, donc moi je l'avais par la naissance, comme je suis né à Rennes. Mais mes parents et mes sœurs l'ont eu après. Donc, quand ils ont eu la nationalité française, ils ont choisi tous de se franciser au niveau du prénom, pour pouvoir s'intégrer mieux, surtout dans le travail. Je connais. Donc, tous mes parents, toutes mes sœurs et mes parents ont choisi leur prénom français. Et moi, on m'a imposé Jacques. Donc, voilà. Donc c'est pour ça pourquoi j'en viens. Et Tiek vient d'un surnom, je sais pas. Il faudrait que je demande pourquoi mes parents ou ma famille m'appellent Tiek. Et à un moment de temps, ils m'ont dit parce que ça veut dire Jacques, mais avec l'accent asiatique. Ah oui, ok. Mais sauf que je sais que mon prénom est arrivé après mon surnom. Ok. Mais c'est vrai que c'est Tiek que les gens me connaissent plus sur le nom de Tiek. Et quand on vient me demander est-ce que Jacques est là aujourd'hui au restaurant, des fois mes salariés me disent mais il n'y a pas de Jacques chez nous. Non mais souvent. Ok. Et dernière question, c'est quoi ta définition d'un serial entrepreneur? Un serial entrepreneur, la définition, waouh. Parce que moi je te définis un peu comme un serial entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui va se lancer dans plein de business. Ouais, alors dans serial entrepreneur, je pense qu'il y a le côté passion. Parce que, alors maintenant j'ai la moto, depuis 1 an, 2 ans, là, la famille, les voyages, mais je vois vraiment, je suis passionné parce que je fais. Quand on n'a plus de projet, quand on n'a plus d'ouverture, en fait, on s'ennuie et on tourne en rond et voilà, pour nous, c'est important, c'est de l'adrénaline, mais c'est de l'adrénaline qui dure 1 an en fait. Je prends le serial killer parce que ça vient de là un peu, je pense, aussi. C'est un entrepreneur. Entrepreneur en série. Je suis pas passionné par le nœud, mais je pense que dans la définition de serial killer, c'est quelqu'un qui est passionné par ça. Malheureusement, je pense dans le serial entrepreneur. C'est quelqu'un de passionné. Ah ouais, nous c'est une passion quoi. Enfin, on est accro à ça, on est devenu addict. Enfin, la drogue ne fait vraiment pas partie de notre monde, mais on est même drogué par ça, drogué par les émotions que ça nous produit, les rencontres que ça nous produit, l'adrénaline, le stress que ça nous procure avant chaque prendre des ouverture. risques, c'est excitant quand même. Ouais, le risque pas. Alors, parce que de ma part, alors, j'ai pas ce talent-là et j'ai cette chance de pas regarder les chiffres. Voilà, j'ai d'autres associés, on a chacun notre travail, on est complémentaires. Moi, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Ça fait 10 ans que j'ai jamais vu un relevé de compte d'une société, donc des miennes, des nôtres, et ni de mon compte perso. Donc c'est un luxe, parce que mes parents n'avaient pas ça. Moi, j'ai vu mes parents toujours faire leur compte. Moi, maintenant, je me donne le luxe de ne pas regarder, mais parce qu'on fait un bon travail, toutes nos équipes et nos restaurants ont une bonne santé financière. Pour la plupart, mais moi je regarde pas, donc tu vois, je vois pas le risque financier en fait, je le sens pas. Je sais qu'au départ on a emprunté tant, qu'il va falloir remplir
l'établissement pour que ça fonctionne et remboursé. D'ailleurs, ce prêt de 500 000 au départ, il a été remboursé? Il a été remboursé, ouais. Nos prêts sont sur 7 ans. On s'endette sur 7 ans à chaque fois en restauration. Je ne sais pas comment sont les autres projets dans les autres métiers, mais la restauration, c'est 7 ans de prêt. Donc Et à la fin des 7 ans, c'était le même banquier du coup Non, on en a plusieurs parce qu'il faut jouer avec plusieurs banquiers. Oui, forcément. Pour sur ce premier prêt de 500 000, c'est-à-dire que le mec qui a quand même osé vous prêter 500 000 alors qu'il n'y avait aucune garantie. Bien sûr. Il nous en a prêté d'autres. Ouais. Mais aujourd'hui, ils en prêtent. Enfin, et contrairement avant, voilà, on devait pleurer, on devait voir plusieurs banques et on devait montrer tout notre sérieux, toutes nos capacités aux banquiers pour qu'ils acceptent. Et aujourd'hui, le fruit du travail, c'est qu'aujourd'hui, les banques ont confiance. Donc c'est déjà vraiment un gros effort de leur part et ça change quand même. Voilà, d'avoir des gens qui n'ont plus peur en fait de t'accompagner, quoi. Ok, je te remercie d'avoir accepté cette interview encore. Ouais, merci, Jacques. J'espère que j'ai pas été trop long. Non, pas du tout, c'est parfait. Et puis à très prochainement sur Serial Entrepreneur. J'espère, merci beaucoup.